messieurs, dames, bonjour. Alors, en quoi et comment l'accord signé entre le Rwanda ainsi que la RDC, sous l'égide des États-Unis, constitue une avancée majeure dans la recherche de voies et moyens de mettre fin à plusieurs années de guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Monsieur Alain Bolodjo est notre invité. Il va répondre à cette question aussi, vous le savez, dans une interview accordée justement au journal Jeune Afrique. Le ministre des Affaires étrangères rwandaise a précisé que la levée de leurs mesures défensive est conditionnée par la neutralisation de FDLR. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'a-t-il voulu passer comme message exactement? Alors, je rappelle aussi, pour rappel, je rappelle que la ministre des Affaires étrangères congolaise, elle, a rendu visite justement au président de la République pour lui remettre le rapport original conclu la semaine dernière entre la RDC et le Rwanda, justement aux États-Unis. Alors, je l'ai dit, c'est avec M. Alain Bolodjoa que nous allons réfléchir disposition par disposition, car au total, elles sont à 9. Pour voir l'impact positif ou négatif justement de cet accord signé depuis 2 jours déjà. Alors, monsieur Alain Bolodjoa, bonjour et bienvenue à vous dans cette émission. Bonjour à vous, madame. Bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Très bien. Accord RDC-Rwanda, en quoi, je le dis, cela constitue de voir, on va dire, en quoi et comment cet accord constitue une voie ou un moyen pour mettre fin justement à plusieurs années où on va parler de décennies de guerre dans la partie est de la RDC. Oui, bien que votre question soit bien formulée, elle devrait plutôt être adressée à ceux qui l'ont signé. Parce que moi, personnellement, je constate qu'il y a trop d'ambiguïté, il y a un problème de perception, il y a un problème de modélisation, il y a un problème d'analyse. Parce qu'en réalité, nous devons procéder par deux méthodes de contingence. Il y a beaucoup de variables explicatives et surtout de variables aléatoires qui ont tendance à justifier la crise. Je voudrais d'abord nous convier à analyser le comportement du gouvernement ou de l'État congolais en interne. Lorsque M. Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir, il a eu à traiter sur la question, la grande crise qu'il y avait entre nous et le Rwanda. Et dans l'une de ses déclarations, il a dit clairement que lui adoptait plutôt une approche de rapprochement. C'est-à-dire qu'il préférait négocier avec le Rwanda, avec l'Ouganda, justement pour juguler la crise. Parce qu'il pensait que l'attitude du Rwanda se justifierait du simple fait qu'il y aurait des gens qui menaceraient son intégrité territoriale et sa sécurité. C'est comme ça que à Goma, si je ne m'abuse pas, il était reçu en interview par Françoise Bouela et Christian Lusakweno. Il a dit: pourquoi incriminez-vous le Kagame et Museveni dès lors que nous savons que la crise elle est transversale, il fallait tenir compte de leurs revendications. Nous détenons dans notre pays de personnes qui insécuriseraient leur pouvoir et donc naturellement, il ne fallait pas aborder ça. Et c'est comme ça que dans son modèle, il a proposé l'exploitation de nos ressources ensemble. Une coopération. Il a insisté sur la coopération de nos services pour que nous arrivions à y mettre fin. L'un de ses conseillers, je crois que c'était son conseiller spécial sur des questions de sécurité, a dit qu'on va défier le monde. Nous allons travailler avec le Rwanda et nous allons défier le monde. Un autre conseiller a dit: nous n'avons pas de choix que de transacter avec le Rwanda. Et en dernier, sur la liste, il y avait M. Fortina Bisselele qui a dit que le Congo avait des ressources, mais il faudrait travailler avec le Rwanda, il fallait transacter avec le Rwanda pour que nous arrivions à mettre en valeur notre fort potentiel, d'autant plus que le Rwanda a les carnets d'adresses.
Je crois que si nous partons de cette base-là, nous allons comprendre que nous sommes dans cette logique, dans ces fameux accords. Monsieur Félix Tshisekedi est allé vers les États-Unis. Et dans leur communication, ils ont insisté sur un fait. Minerai contre paix. C'est-à-dire, nous avons de forts potentiels qui intéressent le monde, mais nous avons aussi besoin de la paix. Là, c'est avant que le Rwanda entre en jeu. Non, le Rwanda était déjà là. Mais lui est parti pour solutionner le problème Rwanda et RDC, d'après sa démarche. Fort malheureusement, arrivé aux États-Unis, on lui renvoie le premier schéma qui était de faire bénéficier au Rwanda pour que nous soyons en paix. C'est dans ces cadres précis que l'accord a été signé. C'est-à-dire, pour M. Félix Tshisekedi et pour le Rwanda, il fallait mettre fin à la crise. Et dans cette crise, la raison majeure, bien que étant des justificatifs fallacieux, mais la raison majeure, c'est la présence des FDLR. Parce qu'en 1994, après l'assassinat du président Habyarimana, ils ont créé un système d'entonnoir pour déverser les Interahamwe, les FDLR et la population rwandaise, essentiellement Hutu, chez nous. Nous avons refusé. Et en refusant, il y a une forte pression du secrétariat général des Nations Unies, de secrétaire d'État américain. Et puis, il y avait le président français. Ils ont fait pression sur le gouvernement de l'époque. Parce qu'ils voulaient assez que nous recevions toute cette population-là. Et cette population était essentiellement armée. Il lui fallut 2 ans, après le renversement d'Habyarimana, il lui fallut 2 ans pour que nous ayons l'AFDEL. Cette alliance qui a été constituée essentiellement par le Rwanda et l'Ouganda, les autres pays ne sont venus qu'en appui, avait pour visée de poursuivre les FDLR. Ça, c'était officiel, mais en réalité, ils avaient l'intention de renverser le pouvoir de Mobutu et d'instaurer un nouvel ordre politique pour justement garantir les intérêts des États qui leur ont envoyés en mission, parce que c'était une mission qui a été conçue bien avant, mais en même temps, de renforcer le velléité expansionniste du Rwanda et de l'Ouganda. C'est ça à l'origine de la crise que nous avons aujourd'hui. Donc, ils sont venus en renfort, en fait, à ce que prévoyait le Rwanda depuis, quand vous parlez des velléités expansionnistes. Le problème, c'est que si nous analysons de manière séquencée les faits qui sont aujourd'hui, il nous sera difficile de comprendre le schéma qui existe en réalité. Ce n'est pas parce que ces populations avaient besoin de l'hospitalité ici en RDC, choisis comme justement ces pays... non, mais bien évidemment, c'est ça la présentation, c'est ce qui est présenté. Mais en réalité, ils ont créé un système d'entonnoir justement pour justifier la désarticulation de notre système de défense et faire avancer la vision qui consistait à déstabiliser le gouvernement de l'époque et à changer l'ordre politique. Déjà au départ, l'AFDEL en venant n'avait pas l'intention de faire de Laurent Désiré Kabila président de la République. Vous comprenez? Il y avait un rwandophone qui était préparé. Heureusement pour nous, Laurent Désiré Kabila ayant fait déjouer leur stratégie, il s'est autoproclamé président de l'AFDEL. C'est comme ça que la donne avait un peu basculé. Ils ont organisé l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Ils ont favorisé l'avènement de Joseph Kabila parce qu'ils pensaient que Joseph Kabila étant faible, ils pouvaient le manipuler à souhait. Ils ont commencé à désarticuler notre armée, notre administration, en nous imposant d'aller au dialogue. Le dialogue intercongolais où nous avons reconnu un certain nombre de droits aux rwandophones. C'est dans cette logique que nous sommes aujourd'hui. Mais en même temps, le Rwanda qui a eu à gérer le Congo, dans le cas de l'AFDEL,
n'a jamais neutralisé le FDLR. C'est-à-dire que le Rwanda maintient le FDLR pour justifier sa présence au Congo. Voilà. Donc, ça a commencé bien avant et ça continue. Voilà. Alors, aujourd'hui, pour M. Félix Tshisekedi et son fameux gouvernement, ils pensent que si aujourd'hui nous signons des accords, nous acceptons de neutraliser les FDLR, cela va tordre le cou aux intentions du Rwanda. Alors qu'en réalité... C'est une façon de déjouer justement leurs intentions. Non, mais le Rwanda sait. Le Rwanda sait. Pour la RDC d'accepter justement la neutralisation des FDLR, ce ne serait pas pour déjouer les intentions du Rwanda, non, le Rwanda... qui maintiennent justement ce groupe rebelle. Madame, si vous le savez, sachez-le très bien que le Rwanda sait ce que le gouvernement pense vouloir faire. Le Rwanda sait que le gouvernement veut tordre le cou à cet alibi de FDLR. Mais en même temps, le Rwanda sait que même si on neutralisait les FDLR, il doit substituer la raison des FDLR par une autre raison plus plausible qui pourrait éventuellement permettre à ce que le Rwanda intervienne chez nous. C'est ça l'intelligence qu'il y a derrière cette démarche. C'est-à-dire, nous allons neutraliser les FDLR, mais quel est le moyen de substitution? Le moyen de substitution, ce sont les frustrations, ce sont les revendications de rwandophones chez nous. Alors voilà pourquoi ils disent ils sont prêts à écarter l'option des FDLR, mais ils doivent intégrer dans notre système une autre question pour justifier son intervention. C'est comme ça qu'ils mettent l'accent sur le retour de ceux qui sont représentés comme des réfugiés. En ce moment-là, on quitte la question des FDLR, on aura maintenant une question identitaire. C'est cette question identitaire qui ressort dans le fameux accord qu'ils ont eu à signer maintenant. Lorsqu'on va déverser des gens chez nous, et après, il y aura des frustrations, parce que vous savez, la question rwandophone est sensible pour la plupart des Congolais. Ils vont être déversés chez nous, ils auront la possibilité d'avoir accès à nos terres et ainsi de suite. Ils vont préparer les réactions de la population et en ce moment-là, le gouvernement sera astreint à neutraliser tous ceux qui auront à mettre en mal l'application de cet accord pour apparaître un bon élève au niveau international. En ce moment-là, comme le gouvernement ne sera pas en mesure de neutraliser cette question, eh bien, le Rwanda dira, voilà, je viens maintenant intervenir pour défendre les rwandophones qui sont victimes et cela est couché dans l'accord. Ça, c'est un autre aspect. Deuxième aspect, c'est sur le plan économique. Sur le plan économique, le Rwanda sait pertinemment bien qu'au regard de cet accord, parce que cet accord, c'est le premier texte formalisé. Mais la démarche de Félix Tshisekedi n'était pas dans ça, en fait. La démarche de Félix Tshisekedi était minerai contre paix. Entre lui et les États-Unis. Entre lui et les États-Unis. Mais dans cet accord-là, qui est attendu, il y a les intérêts du Rwanda qui sont repris là-dedans. Alors c'est le médiateur qui a joué ces jeux. Non, mais bien évidemment, parce que le médiateur est à l'origine de la première crise, telle qu'énoncée. Je vous ai dit que la crise a commencé par là. C'est-à-dire que si Kagame aujourd'hui est président, c'est parce que justement il a été recruté pour faire les sales besognes. C'est lui qui a préparé les terrains de la déstabilisation de l'État. C'est lui qui a agi en amont. Et donc, ils sont en train de se préparer. Mais si vous prenez sur le plan économique, c'est vrai, nous avons les zones d'intérêt commun. Par exemple, le lac. Dans le lac, il y a les gaz, et ces gaz devaient en réalité être exploités par tout le monde. Et le débat a commencé il y a bien longtemps. Nous avons eu à faire ce genre de débats, nous avons eu à échanger longuement sur cette question. Il fallait mettre en place des mécanismes conjoints pour l'exploitation de ces gaz. Il y a aussi un problème par rapport à la gestion de parcs. Voyez-vous, nous avons démontré ici que le Rwanda profite aussi de la guerre pour conditionner le dépeuplement de notre parc à certaines espèces rares, justement pour qu'à ces niveaux-là, qu'ils puissent en bénéficier en termes de visite. Voyez-vous, en termes de tourisme. Ils ont travaillé dans ce sens. Mais maintenant, là, il y a un autre élément.
le problème de la certification de matières précieuses. Les États-Unis